Alors bonjour à tous ceux qui sont déjà arrivés à l'heure, bravo, c'est très bien d'être ponctuel. Ceux qui ont un petit empêchement de dernière minute vont continuer à nous rejoindre. Donc, je vous propose qu'on patiente encore 1 ou 2 minutes avant de commencer. À tout de suite. Il est 18h03, alors je crois qu'on va commencer doucement. Bonjour à toutes et tous. Je suis Laurence Lefebvre, l'éditrice de Franchise Direct, plateforme web de mise en relation de franchiseurs avec des porteurs de projets entrepreneuriaux. Également, centre d'information sur le commerce organisé et qui bienvenue à notre webinaire organisé en partenariat avec le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocat. Sur le thème « Franchise, la solution anti-crise, 6 bonnes raisons d'ouvrir sa franchise ». On parle d'un point de vue commercial, marketing et juridique. Alors, je vais vous présenter nos 2 intervenants d'aujourd'hui. Caroline Truptil, qui est responsable commerciale de Franchise Direct France, et François-Xavier Avata, avocat dans le domaine de la distribution depuis plus de 10 ans et nouveau membre du Collège des experts de la Fédération française de la franchise en qualité d'avocat. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Alors, avant de vous repasser la parole, je vais faire un petit rappel de 3 chiffres extraits de l'enquête annuelle de la Fédération française de la franchise sur l'entrepreneuriat en franchise. Le premier, c'est 43% des futurs créateurs d'entreprises qui envisagent de le faire en franchise en 2021. Le second, 89% des franchisés recommandent ce modèle pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et enfin, les 3/4 des nouveaux franchisés sont d'anciens salariés qui se sont reconvertis. Voilà, ces 3 données qui posent un petit peu le cadre du sujet qu'on va parcourir aujourd'hui. Avant qu'on se lance vraiment donc, dans le vif du sujet, un petit détail d'organisation qui concerne vos éventuelles questions, vous participants à ce webinaire. Vous avez donc 3 possibilités pour vos questions. Soit les poser dans le chat qui s'affiche à votre écran, soit les noter pour nous les adresser ultérieurement par mail. Vous aurez les coordonnées qui s'afficheront évidemment à la fin du webinaire. Ou encore, vous pouvez attendre le temps d'échange donc qu'on a prévu en fin de webinaire en échange live. Voilà. Donc, on va démarrer. Caroline, pourquoi peut-on affirmer que la franchise est une solution anti-crise? Alors, nous avons eu il y a quelques jours les chiffres de la Fédération française de la franchise pour 2022. Je pense que vous les avez vus, François-Xavier. Et les chiffres, tous les indicateurs sont au vert. Le nombre de réseaux a augmenté de 0,36%, ce qui nous amène désormais à 1972 réseaux en France. Le nombre de points de vente de franchisés a également augmenté de 6,8%. Le chiffre d'affaires a augmenté de 11,4% et les emplois directs et indirects liés à la franchise ont augmenté de 4,12%. De manière générale, entre 2021 et 2022, il y a eu une augmentation du chiffre d'affaires de 13% pour le secteur de la franchise. Tous les secteurs confondus semblent être sur cette tendance. Donc, est-ce qu'il y a une solution anti-crise? Je ne sais pas, mais clairement, la franchise résiste aux crises. Alors, quand on navigue sur Franchise Direct, on découvre l'étendue des différents domaines dans lesquels on peut exploiter une franchise. Et nous en avons identifié 24. Alors, Caroline, à toi.
Alors oui, 24, c'est le nombre de secteurs d'activité que nous enregistrerons sur notre site. Ça touche vraiment tous les secteurs. Il y a l'automobile, les rencontres, l'alimentation, le loisir. Donc parmi tout ce choix, il faut faire votre choix. Et depuis 25 ans que nous interviewons régulièrement des dirigeants de réseau, des franchisés, 3 points essentiels ressortent de ces interviews. D'abord, choisir un secteur d'activité qui vous passionne. C'est important d'aimer ce que l'on fait. Deuxièmement, si c'est un investissement en couple, en famille, il faut vous assurer de la complémentarité de chacun et des capacités de chacun à gérer l'entreprise. Vous devez également penser à la question financière, à l'apport financier. Certains secteurs sont plus gourmands que d'autres, donc c'est également quelque chose à prendre en compte lorsque vous choisissez le secteur d'activité. Une fois que vous avez défini votre secteur d'activité, vous pouvez comparer les réseaux. Et c'est là où Franchise Direct peut vraiment vous aider, puisque nous présentons plus de 120 profils. Nous avons un bon panel de ce qui est disponible. Et vous pouvez comparer les formations, l'apport personnel à amener, mais également le support que le réseau vous apporte en termes d'aide informatique, juridique. Vous pouvez également voir la description du profil idéal pour rejoindre le réseau. Chaque réseau va expliquer ce qu'il recherche chez son futur franchisé. Et comme c'est une collaboration, il faut évidemment que vous soyez intéressé par le réseau, mais que le réseau soit intéressé par vous. Donc réfléchissez bien avant d'envoyer vos candidatures. Et là, une fois encore, je vous invite à vous référer au centre d'information sur notre site où nous avons le guide du futur franchisé qui vous aide dans les différentes étapes. Une fois que vous avez analysé les réseaux qui vous intéressent, vient la question légale des contrats. Et là, c'est François-Xavier. Et peut-être avant la question légale, François-Xavier, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose sur les secteurs d'activité en franchise? Alors oui, un petit mot simplement, je suis tout à fait en accord avec les chiffres qui ont été donnés par Caroline. Il faut savoir que la franchise, c'est un secteur qui connaît pas du tout la crise. Les chiffres sont en perpétuelle augmentation d'année en année. Et il faut rappeler aussi que le secteur de la franchise est le premier employeur de France. Ça touche tous les secteurs et aujourd'hui, vous avez depuis 3-4 ans des secteurs qui sont particulièrement à la mode. On va parler notamment des secteurs de restauration rapide, et notamment tout ce qui va tenir à la street food. Et puis les secteurs aussi de l'immobilier qui ont vraiment le vent en poupe, avec de très beaux réseaux qui se construisent aujourd'hui autour de l'agent immobilier, mais aussi autour du marchand bien. Il faut dire que tout l'aspect télévisuel a fait beaucoup de bien à ce secteur et beaucoup de franchiseurs se sont mis sur ce créneau de l'immobilier. Également, des franchises sont très en vogue et très appréciées, qui sont notamment celles du sport ou encore les enseignes de beauté, ainsi que les enseignes de prestation de services qui permettent une certaine flexibilité à un métier de vie privée, vie professionnelle, avec des investissements assez légers par rapport aux franchises où vous avez nécessité d'un fonds. Donc voilà quelques mots pour compléter les propos de Caroline. Très bien, merci à tous les deux. Donc, une fois qu'on a identifié le secteur où on va s'investir, se pose le choix du statut juridique de votre entreprise qui est déterminant. Ça peut être une franchise, une licence de marque, une concession, une coopérative, etc. François-Xavier, est-ce que vous pouvez nous dresser les avantages et les inconvénients un petit peu de chacun de ces statuts? Alors oui, bien sûr, pas de suspense sur tous ces statuts. La franchise est le modèle aujourd'hui le plus complet, le plus protecteur et le meilleur qui est proposé aux candidats. Il faut savoir que les systèmes dits de partenariat, je ne vais pas vraiment en parler parce que ce sont des systèmes beaucoup trop libres et absolument pas protecteurs pour les candidats. En revanche, vous avez des systèmes qui sont des modes de distribution qui sont un peu des tremplins à la franchise, comme le système de la licence. Là, pour le coup, vous avez ce qu'on appelle un concédant de licence de marque qui va vous concéder le droit d'utiliser sa marque et les signes distinctifs, donc les couleurs, la charte graphique, etc., que vous pourrez apposer sur les produits que vous allez vendre, votre magasin, votre enseigne, etc. C'est un très beau modèle, c'est un modèle qui ne demande pas beaucoup d'investissement. Donc souvent, ça permet à des candidats qui n'ont pas beaucoup de moyens ou qui ne veulent pas mettre beaucoup de moyens dans une reconversion typiquement de s'adresser à des licences de marque qui sont moins onéreuses que les autres. Néanmoins, c'est un mode de distribution pas très protecteur et surtout, vous n'aurez pas de délivrance d'un savoir-faire ou d'une assistance dont on va parler tout à l'heure. Donc le système n'est à mon sens pas assez complet. Vous avez le système de la concession, donc les concessionnaires, où là, l'avantage, c'est que vous aurez nécessairement, c'est un des critères du contrat de concession, une exclusivité territoriale. Donc, vous aurez l'avantage d'être seul sur votre secteur géographique,
Néanmoins, vous n'aurez pas non plus d'assistance particulière de votre concédant. Sinon, nous tomberons dans le système donc dit de la franchise, qui est le système où vous êtes vraiment dans le renouvellement d'un succès commercial. Ce sont vraiment les clés d'une réussite commerciale qu'on va vous donner. C'est le partenariat gagnant-gagnant par excellence, où le franchiseur s'engage à vous donner un savoir-faire qui est secret, qui est identifié, qui est substantiel, avec des formations qui vont avec nécessairement, et aussi une assistance. Cette assistance, elle prend plusieurs dispositions, que ce soit une assistance technique, commerciale, administrative. C'est une assistance du quotidien. Les franchiseurs ont un staff dédié justement à cette assistance. Certains franchiseurs d'ailleurs en font même leur vitrine, hein, plus que le savoir-faire. Et vous aurez dans cette franchise l'assurance, en théorie, d'avoir toutes les clés pour pouvoir réitérer le succès qu'a connu votre franchiseur. Voilà pour les avantages et inconvénients rapidement de ces modes de distribution les plus connus. Merci beaucoup François-Xavier pour ces éléments. Alors, quand on se lance en franchise, on bénéficie depuis 1989 et la loi Doubin d'un cadre légal et protecteur pour les deux parties, qui sont le franchisé et le franchiseur. Ça s'appelle le document d'information précontractuelle, le DIP. François-Xavier, vous pouvez nous exposer les fondamentaux de ce document? Alors, ce document, il est capital. Ce document, c'est un document déjà qui est écrit. C'est un document que vous devez nécessairement recevoir de la part de votre franchiseur à minima 20 jours avant la signature de tout contrat. Si vous ne l'avez pas avant 20 jours, ça entraîne notamment une sanction pour le franchiseur et ça vous entraîne le droit potentiellement un jour de réclamer des dommages et intérêts. Ce document doit contenir pléthore d'informations qui sont codifiées aujourd'hui dans notre système législatif, des informations très importantes et qui vont vous permettre, in fine, de vous engager en toute connaissance de cause. Les informations, elles tiennent notamment aux franchiseurs, au marché, au réseau et au contrat. Concernant le franchiseur, vous aurez accès à une présentation classique du système de franchise qu'il a mis en place, mais et surtout de ses chiffres. Vous aurez accès à ces deux derniers bilans et vous aurez une explication sur les charges, les coûts, le chiffre d'affaires, le résultat. Ce sont des informations précieuses que vous pourrez analyser le cas échéant avec vos conseils, qu'ils soient avocats ou experts comptables ou encore économistes. Vous aurez d'autres informations qui tiennent au réseau. L'information la plus capitale, c'est pourquoi certains franchisés ont quitté le réseau. Est-ce parce que leur contrat a pris fin? Est-ce parce qu'ils ont eu un contentieux avec le franchiseur? Est-ce qu'ils ont gagné ces contentieux? Donc vraiment porter une attention particulière aux informations relatives au réseau. Ensuite, vous avez des informations relatives au marché. Le franchiseur s'engage et il est dans l'obligation de vous transmettre une présentation de l'état général du marché. Donc, où est-ce qu'on en est? Quels sont les chiffres? Quels sont vos concurrents d'une manière générale au plan national? Mais également, il doit vous délivrer un état du marché local. Si vous vous implantez dans la région parisienne, il doit vous donner les concurrents dans votre secteur d'activité dans la région parisienne. C'est vraiment très, très important d'avoir ces informations à disposition au moins 20 jours avant le contrat. Également, le franchiseur devra s'engager à vous mettre en lumière les clauses les plus essentielles du contrat qu'il va vous proposer, contrat qui est en général rarement négociable. À côté de cela, il mettra certainement en annexe le projet de contrat dont vous pourrez prendre connaissance et nous vous encourageons vivement avec Franchise Direct à faire analyser ces projets de contrat et ce DIP, donc ce document d'information précontractuelle, par le conseil de votre choix, qu'il soit expert comptable, avocat ou économiste, pour bien vérifier les chiffres et les données qui vous sont apportées par le franchiseur. En quelques mots, l'utilité de ce DIP, qui encore une fois est un élément majeur, il ne faut pas s'engager dans une franchise si vous n'avez pas eu de document d'information précontractuelle. Alors, une petite question, François-Xavier. Si je suis un master franchisé et je veux amener donc une enseigne depuis l'étranger, est-ce que le DIP s'applique également? Alors oui, le DIP s'appliquera également. Ce sont des dispositions qui sont aujourd'hui d'ordre public et le DIP devra, quoi qu'il arrive, être donné aux franchisés, puisqu'à partir du moment où vous apportez une marque en contrepartie d'une exclusivité, vous devrez avoir accès à un DIP. Merci. Alors, nous en savons plus désormais sur le cadre légal qui entoure la franchise. Évidemment, si vous avez des questions techniques, vous pouvez contacter François-Xavier par mail, qui se fera un plaisir d'y répondre, et ou aussi consulter les articles qui sont dédiés à ces sujets sur Franchise Direct dans notre onglet information.
Alors, pour réussir l'exploitation de sa franchise, aujourd'hui, il ne suffit pas d'être un bon commercial. Il est indispensable de maîtriser certains outils comme le marketing digital. C'est notre sujet 4. Caroline, qu'est-ce que tu conseilles? Alors, c'est évident qu'en rejoignant un réseau de commerce organisé, vous bénéficiez de la réputation et de la confiance déjà installée entre l'enseigne et ses clients. Toutefois, même si vous rejoignez un jeune réseau, il aura eu une enseigne pilote qui a validé le concept. Si la communication nationale est faite par la tête de réseau, vous devez tout de même vous faire connaître au niveau local. Et pour cela, vous avez besoin d'un plan de marketing digital. Euh, Essentiellement, lorsque vous allez faire votre plan de marketing digital, vous devez garder en tête 4 points. Quel est votre message? À qui vous vous adressez? Comment vous allez diffuser votre message? Par quels outils? Et quel est votre budget? Le message est fondamental. Oubliez les copier-coller. Il faut vraiment que vous ayez quelque chose d'intéressant à dire. Il n'y a pas de recette magique sur Internet. Il n'y a pas de mots-clés magiques. Les moteurs de recherche veulent être pertinents pour leurs utilisateurs. Ce qu'ils regardent, c'est en fonction des mots-clés qui amènent vers votre site, combien de temps les gens restent. Plus les gens restent, plus votre site est pertinent, plus vous avez de visibilité. Vraiment, j'insiste, le copier-coller, oubliez. Il va falloir également penser à qui vous vous adressez. Vous avez une clientèle différente, avec des choses différentes à leur dire et des intérêts différents également. Pour cela, je vous conseille vraiment d'avoir une base de données très organisée et détaillée, tout en respect des règles de la vie privée. Votre message et à qui vous vous adressez va également définir les outils que vous utilisez. Donc évidemment, de nos jours, avoir un espace sur Google My Business, Google Maps, c'est primordial. Et même si vous ne recevez pas de public dans vos locaux, vous pouvez tout de même avoir une fiche. C'est très important. Une fois que vous avez bien identifié également votre clientèle, vous allez pouvoir identifier les réseaux sociaux à utiliser. Vous n'avez pas besoin d'être partout, mais là où vous êtes, vous devez prendre soin de votre image, des contenus intéressants, de beaux visuels et surtout respecter les droits d'auteur si vous prenez des images sur Internet. En termes de réseaux sociaux, certains réseaux sont plus adaptés à votre secteur d'activité. Si vous êtes dans le service aux entreprises, évidemment, vous allez utiliser LinkedIn. Si vous êtes dans le commerce spécialisé, par exemple, un fleuriste, vous allez utiliser Instagram pour publier un maximum de photos. Et si votre clientèle est jeune et que vous êtes dans la mode, évidemment, vous allez devoir utiliser TikTok. Un outil également à ne pas négliger, c'est l'emailing et les campagnes par SMS également. Et ça dépend de la qualité de votre base de données. Mais si vous avez une très bonne base de données, vous allez voir un fort retour sur investissement, étant donné que c'est un des moyens de marketing digital les moins chers sur le marché. Une note également, ne sous-estimez pas le marketing traditionnel. Une annonce dans un journal local, une annonce à la radio, des flyers sur un marché, les réunions d'entrepreneurs dans votre secteur, tout ça sont des manières également de vous faire connaître localement. Un point rapide également sur Facebook et Instagram qui, eux, vous permettent d'organiser des campagnes publicitaires ciblées pour les gens qui vivent dans votre localité ou les gens de passage dans votre localité. Donc, c'est un outil très puissant pour le marketing en ligne également. Merci Caroline. François-Xavier, vous voulez peut-être rebondir et ajouter quelques éléments sur ce sujet? Oui, très rapidement, toujours en harmonie avec ce qu'a présenté Caroline. Encore une fois, la franchise, c'est un énorme avantage du côté de la communication et des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que le franchiseur, déjà, vous apporte un cadre pour communiquer, mieux communiquer et bien communiquer. Notamment, les réseaux sociaux aujourd'hui ont pris une place majeure sur l'affluence que peuvent avoir les consommateurs dans les magasins. Et donc aujourd'hui, le franchiseur va vous aider justement à bien communiquer en local, mais également, n'oubliez pas, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure sur la question numéro 2, c'est que vous allez payer une redevance de communication auprès de votre franchiseur, et le franchiseur aura l'obligation d'ailleurs de se servir de l'argent tiré des redevances qu'il perçoit de votre part pour faire une communication au plan national. Donc encore une fois, cette communication est très importante et les réseaux sociaux aujourd'hui ne peuvent pas être négligés par les franchiseurs comme par les franchisés. Parfait, merci beaucoup. À nouveau sur ce thème, vous trouverez de nombreuses ressources, notamment dans notre guide de référence du marketing de la franchise.
Et évidemment, nous sommes là pour vous aiguiller, donc n'hésitez pas à nous contacter. Je me tourne maintenant vers François-Xavier. Vous avez creusé la question du business model de la franchise participative. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Alors, la franchise participative est un vaste sujet. C'est un vaste sujet auquel on peut essayer de répondre de deux manières. C'est un modèle qui est aussi généreux que dangereux. Ce modèle consiste à permettre à votre franchiseur d'avoir une participation au capital de la société du franchisé, à hauteur de 1 à 30% en moyenne. Ce modèle est un modèle d'abord généreux parce qu'il permet à des candidats, souvent des candidats qui sont analysés comme le franchiseur comme étant des candidats très prometteurs, mais qui n'ont pas forcément les investissements nécessaires, les fonds nécessaires pour payer les droits d'entrée, payer les investissements nécessaires pour rentrer dans la franchise. Lorsque le franchiseur propose ce modèle, qu'est-ce qui va se passer? Il va rentrer au capital de la société de son franchisé pour une durée que nous préciserons. Et ça va permettre au franchisé d'avoir du crédit, d'avoir de la légitimité vis-à-vis de partenaires. Tout d'abord des partenaires bancaires qui sont souvent présentés par le franchisé avec une certaine caution de la part du franchiseur. Ça permet donc d'avoir des prêts beaucoup plus facilement que si on était tout seul, grâce à la présence du franchiseur au capital. Ça permet également d'avoir des levées de fonds éventuelles par des partenaires plus locaux qui permettent aussi de participer à des emprunts plus faciles et à des taux préférentiels. Ça permet aussi aux franchiseurs parfois de prêter de l'argent via des apports en compte courant dans les sociétés de son franchisé. Bref, ça peut permettre aux franchisés de se lancer. C'est dans ça que le modèle est un modèle plutôt généreux. En revanche, attention, si un franchiseur vous propose ce modèle, faites attention à ce qu'il n'y ait pas de dérive de la franchise participative, et c'est sur cela que le modèle peut devenir un modèle dangereux. Pourquoi? Parce que si le franchiseur prend trop de participation au capital, il pourrait, s'il était mal intentionné, ce qu'on n'espère jamais dans un modèle de franchise, bloquer certaines décisions qui soient pas favorables à ses propres intérêts. Donc, dans l'idée, c'est qu'il faut bien savoir pourquoi on le fait et surtout avec qui on le fait. L'important, surtout, c'est de convenir dès le départ des modalités de sortie du franchiseur. En général, une bonne franchise participative, c'est lorsque le franchiseur conclut avec son franchisé ce qu'on appelle un pacte d'associés, c'est-à-dire un accord dans lequel ils vont convenir que d'ici la fin du premier terme du contrat de franchise, en général 7 ans, le franchiseur sortira du capital avec un calcul du montant des parts qu'il aura acquises 7 ans auparavant. Ce qui permet encore une fois de reparler du partenariat gagnant-gagnant, puisque si le franchiseur met, je donne un exemple, 5 000 € au capital et qu'il repart avec 20 000 €, il aura gagné d'une certaine manière un investissement, mais surtout le franchiseur lui aura permis de démarrer et de commencer de manière extrêmement convenable et dans les meilleures conditions possibles sa franchise. Donc c'est un modèle à la fois que nous conseillons, mais que nous conseillons avec prudence, selon ce qui est proposé par le franchiseur. Mais encore une fois, ça permet à beaucoup de franchisés de pouvoir se lancer et c'est en ça que ça peut être un modèle apprécié. Très bien, merci, merci beaucoup. Alors maintenant, nous avons un panorama un petit peu plus détaillé de ce qu'est la franchise, de ses différents aspects. Nous allons aborder notre dernier sujet, l'international, car il faut savoir que ce modèle économique peut se développer au niveau régional, national et international. Alors sur ce point, Franchise Direct est particulièrement expérimenté puisque depuis sa création en 1998, Franchise Direct est présent dans plusieurs pays d'Europe, sur plusieurs continents. Aujourd'hui, 15 sites différents de Franchise Direct sont dédiés à la création d'entreprises en franchise. Caroline, quelques informations essentielles à ce sujet? Alors déjà, un point important à souligner, c'est que la France, nous sommes très bons dans le secteur de la franchise. Nous sommes le premier marché européen et nous sommes le 4e mondial. Donc on a vraiment de quoi être fiers. Non seulement de nombreuses enseignes étrangères veulent s'installer en France, mais nous sommes très forts pour exporter nos enseignes et pas uniquement en boulangerie-pâtisserie. Donc, pour me référencer à quelques chiffres, une fois encore, de la Fédération française de la franchise, donc 13,67% des réseaux présents en France viennent de l'étranger. Donc, sur les 1972 cités au début de ce webinaire. Donc, ça représente environ 270 enseignes. Et sur ces 1972 enseignes françaises,
479, 480 s'exportent. Environ 21,24% de nos enseignes s'exportent à l'étranger. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour la France. On a de quoi être fiers. Deux choses par rapport à l'international et franchise directe. Si vous êtes intéressé pour devenir master franchisé, c'est-à-dire amener en France une enseigne étrangère et devenir le représentant sur le territoire national, vous pouvez trouver ces enseignes sur notre site. C'est d'autres investissements, c'est des contrats plus poussés, mais ça peut faire l'objet d'un autre webinaire, je pense. Et si vous êtes un directeur de réseau, un développeur de réseau, dans le marketing d'un réseau et que vous voulez essayer de vous lancer à l'étranger, contactez-nous. Comme Laurence l'expliquait, nous sommes une entreprise, une multinationale. Nous sommes les leaders sur le marché mondial de la mise en relation apporteurs d'affaires franchisés. Et on peut vous aider par des sites nationaux, mais également des plateformes, on va dire, continentales. Par exemple, je pense à Franchise Europe, qui vous permet de cibler l'Europe entière ou l'Union européenne. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à me contacter si vous avez des questions par rapport à ça. Mais l'international, c'est vraiment une opportunité pour les réseaux français. Merci, Caroline. Alors, à moins que François-Xavier, vous vouliez rajouter quelque chose sur l'international, je ne sais pas, sinon on peut passer à notre temps d'échange. François-Xavier? Caroline a tout dit. Effectivement, la master franchise permet à un réseau étranger de venir se développer en France, de permettre à un franchisé dit master franchisé de développer lui-même le réseau du franchiseur. C'est un peu un réseau dans le réseau finalement, pays par pays. Donc c'est vraiment une formule extrêmement intéressante, notamment pour ceux qui veulent aussi une expérience à l'étranger, qui voudraient développer un réseau français dans un autre pays. Donc c'est très très intéressant. Dans ce cadre-là, nous on accompagne une pléthore de franchiseurs ou de franchisés qui s'implantent dans d'autres pays. Vraiment pour le rappel, le CMS est présent dans 80 filiales avec 8000 avocats. Donc vraiment, ce sont des questions passionnantes. Mais effectivement, comme disait Caroline, ça peut faire l'objet d'un autre webinaire, tellement le sujet est vaste. Tout à fait. Alors, nous avons plusieurs questions de nos participants sur la franchise participative. Donc, c'est un sujet qui intéresse particulièrement. La première qui est moins de 50% pour une franchise participative. Est-ce que c'est une bonne chose pour le franchisé à qui elle s'est proposée? Alors, difficile de se prononcer forcément sans le contrat, sans les accords conclus, ni toutes les conditions qui entourent les circonstances les circonstances de cette franchise, évidemment. Mais comme ça, de prime abord, je vous dirais que c'est pas nécessairement une bonne chose, puisque si vous avez moins de 50% de votre capital en tant que franchisé, ça touche, à mon sens, c'est un premier avis, à l'indépendance qui est due à tout franchisé. Je le rappelle, les franchisés, ce ne sont pas des salariés, ce ne sont pas non plus des salariés déguisés, ce sont des commerçants indépendants qui exploitent certes un concept qui a déjà été expérimenté par le franchiseur, mais il y a une indépendance forte du franchisé sur son commerce. Donc avoir moins de 50% au capital et avoir le franchisé, donc le franchiseur pardon, qui aurait plus de 50%, ça me paraît un peu trop lourd de prime abord. Entendu. Alors, une autre question sur la franchise participative. Par quel biais se rémunère chacune des parties par rapport à leur pourcentage d'apport? Bah, écoutez, en fait, c'est très simple. Pour le coup, lorsque vous avez une franchise, vous dégagez un chiffre d'affaires. Le gérant, qui est souvent le franchisé, se dégage une rémunération, d'une part. Et puis ensuite, à la fin de l'année, on espère tous qu'il y ait des résultats, un bénéfice à la fin de l'année. Ce bénéfice sera soit réinjecté dans l'entreprise, donc dans ce cas-là, aucun associé touche quoi que ce soit sur ce résultat. En revanche, si les bénéfices peuvent être distribués, ils seront distribués selon la part de chacun dans la société. Donc, si le franchisé a 90%, il aura le droit à 90% des bénéfices. Alors, c'est un petit peu théorique ce que je vous dis parce qu'il peut y avoir des accords différents, mais le principe est celui-ci. Et donc, 10% pour le franchiseur, le cas échéant. C'est une réponse très rapide que je fais parce qu'il peut y avoir d'autres considérations comptables, mais le gros de la question est là. Oui, merci. Alors, nous avons une autre question sur un autre sujet qui porte sur le potentiel et la pérennité d'une franchise qui ne serait pas encore très connue. Moi, en tant qu'éditrice, je peux commencer à répondre à ça.
en disant que une franchise qui démarre, c'est très intéressant parce qu'on peut participer à la création, je dirais, du concept, et c'est souvent très enthousiasmant pour les premiers franchisés qui collaborent de très près avec la tête de réseau. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Donc le potentiel, effectivement, il est à ce moment-là assez considérable, puisqu'on façonne un petit peu, je dirais, l'entreprise, enfin en tout cas le réseau, comme on souhaite qu'il avance. Sur la question de la pérennité, ça dépend peut-être un petit peu des secteurs d'activité. Je vais vous passer la parole à l'un et à l'autre. Qui veut répondre en premier sur ce sujet? Alors, je pense qu'il faut quand même mettre une chose sur la table, c'est que même si vous devenez franchisé avec une grande marque, ça n'est pas un gage de réussite. Ça reste votre entreprise. Il y a toujours une part forcément un petit peu aléatoire, mais vous devez participer au succès de votre entreprise. Que ce soit un jeune réseau ou un grand réseau connu nationalement, bien sûr, ça vous amène de la visibilité, la confiance avec les clients déjà existants, mais tout de même, ça ne change rien au problème de viabilité de votre entreprise. Pour cela, vous devez convaincre vos clients locaux de venir chez vous, et ça se fait qu'avec un travail acharné. Alors, tout à fait, pour compléter les propos de Caroline, je suis tout à fait en accord avec ce qui vient d'être dit. C'est pas parce qu'une franchise est très connue et très importante qu'elle rapportera plus qu'une petite franchise pas encore connue. D'ailleurs, les enseignes pas encore connues, ça peut être justement d'excellents investissements, puisque c'est au début que vous avez les meilleures conditions, les droits d'entrée les plus faibles, les investissements les plus faibles. Et puis plus l'enseigne est connue, plus le droit d'entrée va être très fort et les redevances importantes. Donc quand vous participez au début d'une franchise, souvent vous participez à son succès, vous avez des conditions dérogatoires ou un peu moins importantes au début, ça c'est certain. Pour répondre à la question, il ne faut pas oublier ce que je disais, c'est que la franchise, c'est la réitération d'un succès commercial. Donc pour regarder la pérennité et le potentiel d'une franchise, vous devez avoir accès via le franchiseur à des magasins. Si on parle par exemple d'une franchise de restauration, le franchiseur doit détenir au moins 1, 2, voire 3 restaurants qu'il a lui-même exploités et qui ont connu un succès. Et donc, vous pouvez aller les voir, vous pouvez voir comment ça se passe, vous pouvez voir si les résultats sont au rendez-vous. Et également, n'oubliez pas que grâce aux documents d'information précontractuelle, vous avez accès à tous les chiffres du franchiseur. Donc, vous voyez tout de suite si le franchiseur a bien marché et si potentiellement, grâce à son savoir-faire qu'il aura écrit et son assistance, vous serez enclin à réitérer ce succès. Mais le succès, il tient à la fois au franchiseur, mais il faut aussi, le succès, comme disait Caroline, tient aussi à vous. Donc, c'est beaucoup de travail, mais c'est du travail facilité par tout le travail en amont, la recherche et développement, notamment fait par le franchiseur. Oui, voilà, vraiment les recherches avant de signer avec le réseau sont très importantes, de prendre son temps, peut-être de demander leur avis aux experts, aux avocats, mais de bien tout vérifier à ce niveau-là pour mettre toutes les chances de votre côté. Et moi, j'ajouterais, Caroline, que aussi, il faut vraiment consulter des franchisés qui sont déjà en place. Ne pas hésiter. D'ailleurs, c'est une obligation du franchiseur de vous transmettre les coordonnées si vous ne les trouvez pas par vous-même et de les rencontrer. Ils vous donneront vraiment des informations de première main. Alors, nous avons d'autres questions sur le contrat, plus précisément de concession. Deux questions sur ce sujet. Donc, le contrat de collaboration qui est proposé, concession concédant, et aussi est-ce que le DIP est obligatoire pour un contrat de concession, François-Xavier? Oui, le DIP sera obligatoire pour les 3 contrats qu'on a envisagés, à savoir licence, concession et franchise. Encore une fois, on va vous donner une marque et en contrepartie, on va exiger de vous une exclusivité. Par exemple, les exemples les plus connus, ce sera les concessions automobiles. Vous allez être concessionnaire Audi, Volkswagen, par exemple. Vous aurez votre exclusivité territoriale, mais naturellement, 20 jours au moins avant, on vous aura donné toutes les informations nécessaires pour s'engager en toute connaissance de cause. Très bien. J'ai une autre question juridique, on va dire, qui est comment savoir si un réseau est sérieux, surtout si le siège social est en Suisse?
Alors là, pour le coup, c'est un petit peu du domaine de l'imaginaire. On se fait souvent des idées lorsque les sièges sociaux sont à l'étranger. Alors encore une fois, le DIP sera obligatoire, donc vous aurez accès à pléthore d'informations. Et s'il vous manquait des informations, ou si le franchiseur avait menti ou dissimulé des informations importantes, vous serez toujours en droit, alors malheureusement, après un long et dur contentieux, mais vous serez toujours en droit de demander la nullité du contrat de franchise parce que justement, vous avez été trompé à la base. Aucune difficulté pour moi que le franchiseur soit en Suisse, en Allemagne, au Portugal ou à l'île Maurice. L'important, encore une fois, c'est le sérieux qui vous sera présenté, les informations que vous pourrez ou que vous devriez en tout cas vérifier par vous-même. Il est important de bien concevoir qu'il ne faut pas attendre du franchiseur qui vous donne toutes les informations un peu tout cuit avec vous. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir un maximum d'informations, que vous puissiez les vérifier derrière, tout seul ou avec vos conseils. C'est vraiment capital. Une chose également, pour toute entreprise en Europe, peu importe le pays, chaque pays a un système d'enregistrement tel que le numéro sirène en France. Donc, il y a l'équivalent pour la Suisse. Et avec ce numéro, vous avez accès à toutes les informations des comptes publics de l'entreprise. Donc, en cas de doute, vous devriez demander ce numéro et faire vos recherches. Parfait, merci beaucoup à tous les deux. Il me semble que nous sommes arrivés au terme des questions qui ont été posées par les participants dans le chat. Donc, merci à eux. Merci donc en tout cas à nos deux intervenants pour toutes les informations qu'ils ont délivrées et qui, je l'espère, auront répondu à vos attentes. Vous avez pu constater qu'entreprendre en franchise, c'est se garantir à la fois des garde-fous, bénéficier immédiatement d'un savoir-faire, d'une notoriété qui vous permettront d'aller plus vite vers la rentabilité et ne jamais vous sentir seul. Ça revient très, très souvent, quasiment systématiquement, notamment quand on interviewe des franchisés. Alors, n'hésitez pas donc à prendre connaissance de toutes ces données qui sont sur notre site et qui sont vraiment éclairants sur la création d'entreprise, l'exploitation d'une franchise. François-Xavier Avatar pourra répondre à des questions juridiques si elle n'avait pas trouvé réponse aujourd'hui. Et puis, je voulais aussi vous dire que Franchise Direct et le cabinet SCMS Francis Lefebvre Avocat seront présents dans un petit mois, du 19 au 22 mars à Franchise Expo Paris, donc porte de Versailles. Nous avons chacun notre stand. CMS, c'est le D49, C48. Franchise Direct, c'est le C26, D27. Nous sommes tous les deux dans le secteur des experts qui se situe donc quand on rentre dans le salon, dans le pavillon 1, puisque le salon a changé d'espace cette année, il migre au pavillon 1, ça sera tout de suite à droite en rentrant. Donc, ça sera facile de nous trouver et de venir sur nos stands respectifs si vous souhaitez prolonger les échanges d'aujourd'hui sur les sujets que nous avons abordés ou d'autres. Alors, je vous dis au revoir à vous, Caroline et François. Merci à tout le monde d'être venu nous écouter et merci à François-Xavier pour son temps, évidemment. Oui, merci Laurence, merci Caroline pour cette invitation à participer avec vous à ce webinaire et merci à tous les participants et le temps que tout le monde a pris. Merci beaucoup.